Devant moi, c'est Oscar Bronifier, un docteur S sciences philosophiques à Paris. J'ai l'honneur aujourd'hui, mes chers écouteurs, mes chers spectateurs, de prendre l'interview à un grand philosophe d'aujourd'hui, celui qui a inventé le processus de la perception de la philosophie, qui est nommé la consultation philosophique, la philosophie pratique. Moi, j'ai le plaisir de lui poser quelques questions, parce que normalement c'est lui qui pose des questions, donc, et surtout pour vous présenter, vous qui adorez apprendre le français, celui qui fait travailler la pensée comme le font les entraîneurs dans la salle de gym pour le corps, par exemple. Alors, je ne vais plus me tarder de le faire. Oscar, bonjour. Bonjour. Vous avez promu le moyen pour faire de la philosophie quelque chose de pratique. Vous pourriez dire comment, par exemple, pratiquer la philosophie? Alors, le problème, c'est que la philosophie est un terme qui recouvre des réalités différentes, dont certaines, par exemple, c'est le travail académique, où en effet, les choses sont plutôt abstraites. Il y a un travail surtout sur les concepts, sur les schémas de pensée. Mais la pratique philosophique, enfin, parce qu'il y a différentes approches, je ne suis pas le seul à la pratiquer, telle que je la conçois, qui est d'inspiration, on va dire, socratique. C'est surtout l'art du questionnement, d'arriver à faire que les personnes clarifient leurs pensées, qu'ils puissent rendre compte de ce qu'ils disent, du contenu, des raisons de ce qu'ils disent, et les amener comme ça à réfléchir sur leur propre manière de penser, à les rendre conscients à la fois de leur être et de leur pensée. Voilà. Donc il s'agit en effet de s'adapter au contexte, au niveau des gens, parce que si on travaille avec des enfants, il faut prendre le vocabulaire et s'adapter à ce contexte spécifique. D'accord. Si on s'adapte par exemple au contexte spécifique de la femme de foyer, alors pour elle qui regarde la philosophie comme quelque chose de trop éloigné de son activité quotidienne, à quoi, à elle par exemple concrètement, par les exemples, pourriez-vous appeler la pratique de la philosophie? Eh bien, quand je fais des consultations philosophiques, donc je demande en général aux gens quelles questions ils souhaitent se poser. Donc, de fait, la personne va articuler une question qui lui appartient. Sur les relations à ses enfants, à son mari, à son existence, ou quelque chose d'autre qui l'intéresse. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on part du sujet lui-même, de la personne qui parle, et on s'adapte, on travaille à partir de ce donné. D'accord. Merci. Et en ce qui concerne, par exemple, les obstacles qui sont souvent à apparaître dans votre travail, lesquels nommeriez-vous les plus populaires? Bien, il y a des obstacles, on va appeler de type psychologique, c'est-à-dire c'est la crainte de se voir dans toutes ses limitations, ses difficultés, sa stupidité, ses problèmes, quoi. D'accord, mais serait-ce intéressant de voir sa stupidité? Ouais. Oui, dans l'absolu, c'est intéressant. Et en général, ce qui va primer, très souvent, c'est les obstacles psychologiques où on n'a pas très envie de le voir. On préfère penser à soi comme étant une personne formidable. Voilà. Et puis après, il y a des obstacles de type cognitif, d'être capable d'une pensée logique, de raisonner, de trouver des arguments. Voilà. Là, ça va plutôt être d'un autre type, c'est-à-dire directement sur la capacité de penser. Donc, c'est les deux types, les deux catégories de difficultés. Si la personne ne sait pas penser, donc à l'instant, elle ne pourra pas pouvoir espérer penser, passer la consultation avec vous. Si elle ne sait pas maîtriser, pour l'instant, c'est son état psychologique, si elle n'est pas capable d'agir d'une manière sur le champ cognitif. Alors, il y a là deux problèmes différents. Un premier, ce qui renverrait à une impossibilité. L'impossibilité va être si les problèmes psychologiques sont trop difficiles, si quelqu'un est trop dans la douleur, veut trop raconter sa douleur, il faut qu'il est incapable de suivre le moindre raisonnement. C'est trop, la personne-là veut surtout s'exprimer ou a du mal carrément
auquel cas, ça renverrait plutôt une personne à des, je sais pas, des discussions de type psychologique, hein, des entretiens psychologiques. Après, que les personnes aient des difficultés d'ordre cognitif, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on va s'adapter, on va travailler au niveau de ce qu'est la personne. Donc ça, je dirais que les questions cognitives ne posent pas de problème en soi, parce que je travaille avec des enfants tout petits, bon, qui n'ont pas des capacités d'abstraction très développées, mais on peut travailler. Donc surtout, ce qui pose problème, c'est les problèmes d'attitude dus à une impossibilité d'un dialogue un minimum posé. Alors, c'est très souvent que bon, vous voyagez, comme le grand philosophe de l'Antiquité, Socrate. Alors, vous voyagez aujourd'hui dans 40 pays. Lui, il ne voyageait pas. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a trucidé alors. Peut-être, oui. Ouais, donc pour éviter son destin, vous préférez voyager dans plusieurs pays du monde, plus de 40 pays au moins. D'après ce que j'en sais, vous pourriez dire, parce que là, la chaîne de YouTube que j'anime est plutôt consacrée à l'auditoire des gens qui parlent russe. Est-ce qu'il y a une particularité qui diffère des russophones de ceux qui vous accueillent dans les autres pays? Bon, il y a ce qu'on appelle les invariants anthropologiques. Hein, les invariants anthropologiques? Oui, c'est-à-dire des caractéristiques communes à l'ensemble de l'humanité. Oui. Hein, par exemple, bon, les gens ne se précipitent pas pour penser. Ils ont en général des soucis plus immédiats, d'ordre matériel, d'ordre sentimentaux, d'ordre la carrière, voilà, des choses comme ça. Donc l'idée de penser, c'est pas ce qui préoccupe le plus les êtres humains, c'est déjà quelque chose d'un peu élitiste, un peu minoritaire. Oui, mais là, vous parlez de donc l'ensemble de l'humanité, vous parlez de l'invariante anthropologique, mais en ce qui concerne spécifiquement le sol russe, alors parce que ici, quand on vous reçoit, est-ce que vous y voyez, discernez une certaine particularité qui différerait les Russes des autres? Déjà, j'en vois une, c'est qu'on est pressé avec les Russes. Oui, plus que les autres. Voilà, je commence à peine à répondre. Je juste déjà le fait qu'il y a des choses communes et puis j'en viens aux choses qui différencient. Et déjà, Eugène m'interrompt un peu pressé, il dit alors ça vient ou ça vient pas? Voilà, ça c'est typique. En Russie, time is money. Voilà, donc, oui, parce que la rencontre a été prévue pour 15 minutes, alors on n'est pas interrompre l'ordre des choses. Alors, ce qui est un peu particulier, par exemple, pour distinguer la culture russe de la culture française, la culture française est plutôt une culture où on aime bien l'idée de rationalité. Alors aussi, quand même, on est très porté sur les sentiments, beaucoup moins sur la logique, voilà, la subjectivité, et beaucoup plus appuyé. Et en même temps, je trouve que ça rend les Russes un peu imprévisibles, voilà, quand on passe les schémas un peu bougon qu'on peut remplacer parfois un peu rude, voilà, un côté un peu imprévisible, un côté amusant, voilà, on voit une différence. Mais c'est vrai que la logique, c'est pas un passe-temps très populaire, enfin, je sais pas, ça n'est nulle part, mais quand même, c'est plus particulier ici. La raison, d'ailleurs, ce qu'on trouve chez les philosophes russes, comme chez Stor, c'est que la raison emprisonne. Voilà, la raison emprisonne. Donc, il faut être libre. La liberté, c'est la. Oui, mais c'est une liberté inconditionnelle. Quand on réfléchit, quand on pense. Oui, justement, l'idée c'est que la liberté est inconditionnelle. Donc, déjà, la raison brime la liberté. Voilà, ça brime la liberté. Voilà. Mais donc, maintenant, c'est le tour de la deuxième question. La pensée critique, alors, aide ou puisse aider à les gens qui apprennent les langues étrangères, le français par exemple. Bah, oui. Enfin, on peut toujours dire qu'une langue, c'est du par cœur et que non, mais on peut aussi penser qu'une langue, c'est apprendre des structures, c'est être capable de faire des jugements grammaticaux, syntaxiques, donc on peut dire que la pensée critique, étant quand même un développement des capacités de la pensée à faire émettre des jugements, à analyser, bon, on peut penser que ça joue un rôle dans l'apprentissage de la langue. Donc ce n'est pas par hasard que, par exemple, Friedrich Engels connaissait plus de 10 langues. C'est souvent que les philosophes connaissent plusieurs langues. Vous connaissez combien? Ça arrive souvent. Déjà, souvent, quand on étudie la philosophie, ce n'était pas mon cas, parce que j'ai d'abord fait des sciences, mais souvent, il y a des études un peu de type philologique, soit
Le grec, bien évidemment, c'est un peu moins populaire. L'anglais, si on étudie la philosophie analytique. Donc, oui, bien souvent, on peut en effet parler d'autres langues, mais bon, ce n'est pas l'aspect principal de parler d'autres langues. D'accord. En quoi consiste la grande différence entre la philosophie pratique et la philosophie donc ontologique, la philosophie du professeur de philosophie, substantiellement? Alors, la philosophie, on va appeler académique, est très portée sur les auteurs, par exemple. Sur les auteurs, connaître les écoles de pensée, connaître les textes, travailler les textes. Voilà. C'est très historiciste, très porté sur le texte canonique, alors que la pratique philosophique se soucie surtout de compétences de pensée. Voilà, c'est surtout ça, de compétences de pensée. Comment penser, et puis penser après sur des questions. Ce qui surprend vraiment, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à mieux penser? C'est qu'il y a une dimension technique à la pensée. Alors c'est comme pour le piano, on voit bien, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à jouer avec la musique? le piano, c'est évident, ça se travaille, on peut travailler les gammes. Pressé, Eugène. Il est pressé. Ah oui. Oh oui, mais... J'ai commencé à faire de la réponse. Alors, j'allais donc dire que quand on apprend la musique, on peut dire que c'est un don, certains sont plus doués que d'autres, ça ne s'apprend pas. En même temps, il y a des techniques qu'on peut travailler, faire des gammes, bon voilà, on peut apprendre aussi la musique. Donc, à la fois, on peut apprendre et on ne peut pas apprendre. Il y a deux aspects, il y a la dimension du don qui ne s'apprend pas, puis comme dans tout art, il y a des techniques. Donc c'est pareil pour la pensée. Les gens sont plus doués que d'autres, mais on peut quand même apprendre des techniques de pensée. Pour y en donner une? Oui, le fait de l'argumentation, c'est-à-dire de savoir pourquoi on dit quelque chose, qui est très important. Ça se travaille, c'est d'ailleurs très utile. Hein. C'est dire pourquoi on dit quelque chose dans les entreprises. Je travaille. C'est important que les vendeurs apprennent à argumenter, hein, pas pour faire de la rhétorique, mais pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. D'accord. Merci pour votre intervention. Alors, on pourra accepter à répondre aux questions. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Très bien.